Bon, on va reprendre la discussion et le colloque. Et cette fois-ci, peut-être on va laisser circuler la parole un peu, peut-être plus librement, parce qu'il y a des textes qui ont été préparés, mais je pense aussi c'est bien de réagir librement aux propos des autres. Bon, j'ouvre la table ronde qui a comme thématique choix et la mémoire du monde. Mémoire du monde avec un petit m, ce qui veut dire c'est pas encore le projet Mémoire du monde. Peut-être à la fin on va reprendre cette discussion aussi. Mais en quoi est-ce que le film Choix contribue à constituer une sorte de mémoire du monde, de documentaire? Madame Lanzmann, je vous donne la parole. Vous avez les droits, hérité des droits sur toute l'œuvre de votre mari. Je vous laisse réagir à propos de tout ce qu'on a dit cet après-midi et peut-être aussi vous pouvez nous donner une orientation pour voir dans quelle voie vous voulez que l'œuvre de votre mari puisse être, disons, orientée, exploitée aussi pour le faire utiliser un terme un peu plus commercial, mais c'est pas dire pour évoquer l'aspect commercial, mais de quelle façon vous souhaitez que l'œuvre de votre mari fasse partie de ce mémoire du monde qui se constitue par beaucoup de choses. Madame Deussen, merci pour tout. Bon, je vais préparer un texte, mais Suzanne Zepp a déjà dit beaucoup de choses, finalement, ce qui me facilite. Alors, je vais plutôt improviser. C'est la première fois de ma vie que je participe à un colloque qui ne soit pas médical ou scientifique, mais je me sens à l'aise parce que dans la salle se trouvent la plupart de mes amis et aussi probablement futurs amis. Alors, en fait, ma vision un peu... Mon mari me traitait souvent de scientiste, alors peut-être que ma vision vous paraîtra un petit peu scientiste. Je voudrais vous parler de notions surtout de temps qui passe ou de durée, enfin de date, du temps dont les êtres humains disposent dans leur vie. Et donc, aujourd'hui, on arrive à un moment où les rescapés de la Shoah sont tous au minimum nonagénaires, voire centenaires, et bientôt, la 4e génération va se retrouver sans témoin, seule, face à l'événement. Et donc, j'ai réfléchi à ce qui restera pour bâtir la mémoire du monde. Alors, j'ai pensé à tout ce qu'il y avait actuellement, le travail colossal d'archives, dès la Seconde Guerre mondiale, en particulier les archives qui sont à Bad Arolsen, plus de 30 millions de documents qui, dès la fin de la guerre, ont servi aux survivants à se retrouver entre eux. 30 millions de documents. Hein. Et aussi, vous connaissez pour la plupart, mais il y a énormément d'archives. En particulier, Spielberg, au début des années 90, a décidé de recueillir un maximum de témoignages rapidement. Et donc, il a interrogé 50 000 survivants juifs, enfin pas tout à fait 50 000, j'ai plus le chiffre exact en tête, qui représentent 107 000 heures de vidéos. 107 000 heures de témoignages tous plus bouleversants les uns que les autres. Et alors, j'ai calculé que pour regarder toutes ces archives, à raison de 10 heures par jour, 5 jours sur 7, 11 mois sur 12, il faut 45 ans. 45 ans. Donc, l'analyse de tout ce corpus va prendre sans doute des siècles aux historiens, aux micro-historiens, etc. Mais alors, pour moi, Shoah, c'est tout à fait autre chose. Et comme Suzanne l'a bien montré, toute cette genèse de Shoah a sans doute pris au moins 40 ans, puisqu'elle a commencé à Tübingen, ensuite à
à la Freie Universität, et puis avec cette tentative de séminaire, ensuite 7 ans de vie quotidienne avec Simone de Beauvoir et Sartre, et puis 15 ans de journalisme pour aiguiser son art d'interroger, de reporter. Et puis ensuite, Pourquoi Israël, qui est sans doute le préalable à Shoah. Et en fait, quand Alouf Areven du ministère des Affaires étrangères d'Israël demande à Claude, après avoir aimé Pourquoi Israël, qu'il fasse un film qui soit la Shoah, à ce moment-là, Claude était armé pour attaquer le grand œuvre, et donc en fait il a choisi la seule voie possible, qui était, je reprends ces termes, ressusciter les morts pour les tuer une deuxième fois, mais pas seuls. Tous ces morts, ces 6 millions de Juifs abandonnés, remourir avec eux et les accompagner. C'est ça qu'il a voulu faire. Et avec son équipe, dont Corinna Koulmas, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, ils ont cherché des témoins très très particuliers pour, au plus près de la machine de mort. On l'a dit, les Sonderkommando, les Polonais, etc. Je ne vais pas épiloguer. Et avec sa manière unique d'interviewer, qui fait même école dans les écoles de journalisme, il a enregistré lui aussi un corpus de centaines d'heures audio qui sont maintenant au musée juif de Berlin, et puis exactement 180 heures d'interviews qui sont au mémorial de l'Holocauste à Washington, plus 40 heures de paysages. En tout, il y a 220 heures. On a cru longtemps qu'il y en avait 300 et quelques, il y en a 220 en tout. Et puis ensuite, il a monté son film pendant 5 ans. Donc en 12 ans, il nous a restitué cette construction spirituelle, ce monument pour lequel il a maintes fois expliqué que les témoins juifs ne disent jamais « je », ils disent « nous ». C'est-à-dire, ce ne sont pas des rescapés, mais des revenants qui parlent pour les morts. Et donc, Shoah peut transmettre à toute personne d'environ 12 ans ou plus ce qu'a été cet événement majeur du XXe siècle, dans une expérience véritablement unique qui nous rend différents une fois qu'on l'a vu. C'est le propre des œuvres d'art, justement, comme Primo Levi, André Schwarzbart. Enfin, ce sont des œuvres dont on se souvient, qui nous marquent. Et donc, Shoah fait partie de ces œuvres qui parlent à l'esprit. Et donc, Shoah, c'est une expérience finalement unique qui dure 9h30. Mais 9h30, c'est le temps de travail moyen d'un cadre tous les jours. Donc, ça reste une durée humaine, 9h30. Et donc, très tôt, Claude Lanzmann a compris l'importance de transmettre, surtout aux jeunes générations. Et 9h30, c'était difficile pour un professeur d'histoire. Donc, en 2001, il a choisi 6 extraits de Shoah d'une demi-heure chacun. Et Jean-François Forge, que vous avez entendu tout à l'heure, a écrit un livret pédagogique qui accompagne ces 6 extraits. Et pendant plusieurs années, Claude Lanzmann a sillonné les banlieues avec plusieurs ministres de l'Éducation nationale successifs, et avec un grand succès auprès des élèves, qui soient de n'importe quelle religion, même dans des quartiers difficiles, etc. Et ensuite, ces extraits, sous forme de DVD, 35 000 DVD ont été distribués dans tous les lycées de France. Et récemment, pour le 27 janvier, en collaboration avec l'INA et France Télévisions,
on a remis à disposition des professeurs les mêmes extraits, mais dans la version restaurée de Shoah. Et donc maintenant, les professeurs peuvent montrer ces extraits d'une manière très, très, avec les nouvelles technologies, le livret, etc. Et il me semble primordial, justement, pour l'avenir, que Shoah soit accessible aux jeunes générations de cette façon-là. Et j'espère diffuser ce dispositif pédagogique dans un maximum de pays, avec l'aide, j'espère, de l'UNESCO et aussi du projet Aladdin dont on a parlé tout à l'heure, qui veut faire connaître la Shoah aux pays arabes. Et donc, je crois que c'est le point de départ pour Shoah, l'enseignement en classe de terminale pour les grands adolescents. Et gageons que le visionnage d'un extrait de Shoah et avec les explications du professeur donnera envie aux élèves de voir les 9h30 et donc de devenir différents, c'est-à-dire le contraire d'indifférent. Et voilà, je suis prête à répondre à d'autres questions. Je ne sais pas si exactement j'ai répondu à elle. Parce que bien sûr, il y a beaucoup de projets autour de Shoah et des archives de Shoah. Merci beaucoup. Je pense que c'était exactement ce que on voulait entendre, parce qu'on était justement intéressés par vos démarches et par vos orientations. Et je pense que le fait d'avoir évoqué cette version en 6 extraits, dans la version restaurée, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ça serait souhaitable, effectivement, que ça ne soit pas uniquement utilisé en France, mais aussi dans d'autres pays. En Allemagne, je ne sais pas si c'est disponible déjà en Allemagne, sinon ça serait à M. Leonard, par exemple, ou à monsieur l'ambassadeur, de transmettre cette idée aux instances de la KMK, des Kultusministerländer, pour pouvoir disposer de ce matériel qui est vraiment... J'ai offert les droits, naturellement... J'ai offert les droits sur ces extraits à l'Éducation nationale. Mm-hmm. Et je ferai la même chose pour tous les pays. Merci beaucoup. Et vous avez parlé des archives. Je pense que ça, c'est peut-être la transition pour passer la parole à Madame Hetty Berg, qui, je vais juste prendre quelques notes pour vous la présenter. Hetty Berg est depuis avril 2020 directrice du Jüdisches Museum Berlin. Et avant, vous avez travaillé même plus de 30 ans au musée de l'histoire judaïque, Jüdisches Historisches Museum à Amsterdam. Vous êtes aussi néerlandaise d'origine. Et dans différentes fonctions, vous avez votre musée à Berlin a hérité ou va hériter, en tout cas c'est prévu, mais peut-être c'est déjà fait. C'est déjà fait. Ah, très bien. Dans le cadre de cette démarche de la préparation de la nomination du dossier en version franco-allemande, ça c'est unique aussi, au comité mémorial du monde de l'UNESCO, Memory of the World. Et dans ce contexte, la partie allemande, représentée ici par Madame Berg et le Jüdisches Museum, a hérité des archives son de Claude Lanzmann. Peut-être vous pouvez nous dire en quoi ça existe plus exactement. Nous avons déjà appris tout à l'heure qu'il y a, je pense que c'est M. Hesse qui nous a dit qu'il y avait d'autres archives cinématographiques qui sont à Washington, mais peut-être d'abord en quelle sorte est-ce que ça sera un fonds riche pour le musée juif à Berlin. Oui, merci beaucoup. Wir in das Jüdische Museum Berlin sind sehr stolz darauf, dass wir das Audioarchiv von Claude Lanzmann
zu verwahren, wofür ich auch Dominique Landsmann sehr herzlich danken möchte. Näher? Ah, gut. Okay. So, ich möchte Frau Dominique Landsmann sehr herzlich danken, dass wir dieses Audioarchiv bekommen haben. Das ist eine große Ehre, aber auch eine große Verantwortung. Eine Ehre, weil das Jüdische Museum Berlin sich einen Namen gemacht hat, indem es Archive über jüdisches Leben in Deutschland und über Juden in Beziehung zu Deutschland sammelt, bewahrt, erforscht und öffentlich zugänglich macht. Das ist sehr wichtig. Eine Verantwortung, weil wir wissen, wie wichtig Claude Landsmanns Shoah ist und ein wesentlicher Beitrag zur Geschichte, zur Erinnerung, zur Filmkunst und zu vielen anderen Disziplinen ist. Und ich möchte, bevor ich sage über das Audiobestand, noch auch ein Zitat von Claude Landsmann hier erwähnen. Vielleicht hat jemand es schon gemacht, aber er sagt, Shoah baut gegen die Zerstörung der Spuren ein lebendiges Gedächtnis auf, an dem ein riesiger Chor von Stimmen und Gesichtern teilnimmt, die der Opfer, der Mörder und der Zeugen, die der Tragödie am nächsten standen. Und da ist natürlich dieses Chor von Stimmen in diese Audiokassetten nochmals sehr stark repräsentiert. Die Schenkung umfasst 122 Musikkassetten unterschiedlicher Längen mit einem Gesamtumfang von mehr als 200 Stunden Audio. Und das Interessante ist, dass niemand genau weiß, was darauf steht, weil sie sind noch niemals wieder abgespielt. So, Sie müssen sich vorstellen, dass diese Audio-Interviews gemacht sind in die 3 Jahre, bevor er angefangen hat, Shoah zu filmen. So, es sind Recherchen für den Film. So, es sind wieder andere Interviews oder teils andere Interviews, erwarten wir, als die man in dem Film sieht. Und das ist natürlich auch, wenn es dieselbe Personen sind, die später auch gefilmt worden sind, ist das auch immer sehr interessant zu sehen, ob das Gleiche ist, was sie erzählen. Das ist auch immer ganz interessant. So, deswegen verdient diese Audiokassette nicht nur eine außergewöhnliche Pflege und Aufmerksamkeit, aber auch, dass er geteilt wird und einem breiten Publikum zugänglich gemacht wird. Und dafür wird das Museum die technische, wissenschaftliche und fachliche Ressourcen bereitstellen, um dieses außergewöhnliche Material zu bewahren, zu katalogisieren. Wir sind bereits mit der Digitalisierung im Gang und es zugänglich zu machen. Und dann werden wir es auch wissenschaftlich aufarbeiten in Zusammenarbeit mit dem Selma Stern Institut und der Freie Akademie, hier vertreten durch Professor Susanne Zepp und Professor von Braun. Ich muss auch sagen, mehr eine persönliche Note. Ich hatte gestern für dem ersten Mal das erste Teil wieder gesehen und ich habe, wenn Shoah herauskam, in den Niederlanden das am Fernsehen gesehen. Ich glaube, dass ich damals so 23 war oder etwas. Und dann habe ich auf einen alten Fernsehapparat gesehen, das schwarz und weiß war. Und gestern Abend habe ich gesehen, dass es in Farbe war. Das habe ich mich nie realisiert, weil ich habe es nur dann gesehen. Das war so ein Schock, um das zu sehen. So, ich hatte mich gestern auch wirklich gefürchtet, um das wieder anzugucken, weil es wirklich sehr, sehr hart das zu sehen, aber auch außergewöhnlich. Und das macht mich auch ein bisschen so einen ganzen Tag so ganz sachlich darüber zu sprechen, finde ich auch ziemlich schwierig, weil wenn man es anguckt, das ist so schwierig zu verstehen, aber darin liegt natürlich auch die Kraft von diesem Film und es wird auch gesagt, es ist ein Film über den Tod. Aber gestern sah ich auch mir, dass es auch der Kraft des Überlebens ist. Weil die Menschen, die sprechen, die sind die Überlebenden und sind nicht nur die Toten, die dann repräsentiert sind. So, das fand ich sehr rührend. Und
wir sind sehr gespannt, was das alles geben wird und was auch warum es so eine große Bedeutung hat als historisches Material, ist auch oder die historische Wert für, glaube ich, auch für die Weltgemeinschaft besteht darin, das deutlich zu machen, dass die Geschichte nicht nur das ist, was passiert ist und was aufgeschrieben ist und was in Lehrbüchern zum Lernen gegeben wird. Es ist nicht nur die geschriebene oder die gefilmte Vergangenheit, aber auch der Blick aus der Gegenwart auf diese Zeitzeugen, die uns über die vergangene menschliche Geschichte sowie einen Ausblick auf die Zukunft informieren können. So das Zeitgemäße, was man schon sieht bei den Zeitzeugen, aber auch bei uns selber, wenn wir es wieder angucken. So all diese verschiedenen Ebenen, glaube ich, sind sehr, sehr wichtig und auch, wenn wir das ansehen, und die Menschen, die das erlebt haben, dass es wieder diese Empathie gibt und diese emotionale Ebene für heutige und zukünftige Generationen. Und dass so eine starke persönliche Erfahrung gibt, das finde ich sehr wichtig. Und als historische Quelle denke ich, dass diese Interviews ein unglaubliche neue Menge geben wird, aber auch eine Menge an Arbeit. Vielen Dank. Ja, da sind wir, glaube ich, alle gespannt darauf, was daraus werden wird und wie das auch wissenschaftlich weiter betreut werden wird, genutzt werden wird. Ich habe eine Frage zu den Aufnahmen selber. Ist dort die Stimme von Landsmann, der fragt, und seine Fragetechnik haben wir ja noch gar nicht so richtig angesprochen, ist die auch darauf zu hören oder sind das nur die Zeugenaussagen? Wir denken, und das ist auch seine Stimme, ist aber nicht nur seine, weil es sind die ganzen Interviews, so die Interviewer und der Person, die interviewt wird. Aber wie gesagt, wir haben es noch nicht hören können, weil wir es zuerst digitalisieren, weil man auch die Risiko vermeiden wird, dass es etwas schief geht, wenn man es irgendwo insteckt und so weiter. Aber es ist nicht nur er, die diese Interviews gemacht hat, auch Frau, wie heißt sie? Corinna Kulmas, Ja, Irene Steinfeld-Levy. Ja, so diese 2 Assistentinnen, die haben auch Interviews abgenommen und ja, wir sind sehr gespannt. Ja, ich wollte nur einen Satz sagen nochmal zu der Fragetechnik von Claude Landsmann, die wirklich beeindruckend ist, die, glaube ich, auch ein Teil sozusagen wieder wie soll ich sagen, die Emotionalität manchmal herausnimmt, durchaus aus dem Film, für mich, für meine Begriffe jedenfalls, weil sie sozusagen diese Art der Begleitung ist, einer sehr konzentrierten Begleitung, Fragetechnik mit einer Unerbittlichkeit, Details erfragend, das natürlich auch eine Verantwortung ist. Darüber wurde auch diskutiert schon in verschiedenen Beiträgen und auch in der Öffentlichkeit über die Frage der Verantwortung, die man da auch er übernommen hat gegenüber den Zeugenaussagen. Aber das wäre, glaube ich, ein sehr interessanter Aspekt, das auch noch mit einzubeziehen. Aber ich denke, das wird ohnehin passieren. Ich gebe das Wort weiter an Ihren Nachbarn, Jean-Michel Frodon. Il est critique de cinéma, notamment pour Le Monde. Il est ancien directeur de la rédaction des Cahiers du cinéma, écrivain, il enseigne à Sciences Po Paris et aussi en Écosse, j'ai vu. Alors vous avez un enseignement très riche ailleurs qu'en France. Et vous couvrez encore aujourd'hui pour Slate FR les rubriques et critiques cinéma. Vous avez d'ailleurs sorti un cahier spécifique, je pense, sur les questions de la Shoah
et de la transmission de ce passé. Je vous passe la parole tout de suite parce que on a déjà abordé beaucoup de questions dans l'autre table ronde tout à l'heure qui, je pense, qui ont suscité votre intérêt. Merci beaucoup. Ça marche. Merci et merci de m'avoir convié ici. Merci à Dominique Lanzmann surtout. Et oui, donc j'ai, entre autres choses, dirigé un ouvrage qui s'appelle Le cinéma et la Shoah, et qui, bien sûr, qui est un ouvrage collectif avec un très grand nombre d'intervenants venant de beaucoup d'origines à la fois géographiques et d'angles d'approche ou de compétences très, très variées, mais qui à la fois essaye d'écrire comment le cinéma a eu affaire à la Shoah, et comment aussi la Shoah a questionné le cinéma, a travaillé, a transformé les termes dans lesquels nous pouvons. Alors, tout le monde continue de pouvoir faire ce qu'il veut, ça n'édicte pas de loi ni de règles, mais ça interroge de manière critique et de manière extraordinairement intensive les processus même de narration et de représentation, en particulier audiovisuel. Et Claude Lanzmann, parmi l'immense travail qu'il a accompli, est aussi quelqu'un qui aura été extraordinairement présent sur ces enjeux-là et qui aura questionné de manière très polémique, très combative, des manières de dire des choses ou de ne pas les dire, de les montrer ou de ne pas les montrer, en s'appuyant notamment sur cette expérience dont nous avons, autour de laquelle tourne toute cet après-midi, qui est la réalisation du film Shoah, bien entendu, mais aussi tout ce qui aura ensuite accompagné Shoah. Marc Sagnol a parlé tout à l'heure de manière très, très légitime, très fondée, très judicieuse de l'épopée. L'épopée, c'est bien sûr le texte, une forme de récit, mais c'est aussi sa diffusion, c'est le fait que ça circule, c'est le fait que c'est repris, les exemples homériques sont évidemment tout à fait caractéristiques. Et Claude Lanzmann aura travaillé incessamment, sans relâche, sans trêve, chaque jour, chaque minute de toute sa vie, pour qu'on parle du film Shoah, qu'on parle de ce que voulait faire le film Shoah, de ce que cette réponse très particulière qu'il avait inventée. Parce qu'il y a une invention qui est insoluble. La question a été reposée plusieurs fois entre historiens et artistes, artisans et historiens, documentaires et fiction. Moi, je n'ai pas très envie d'épiloguer sur ça. Je pense que ça ne nous sert pas à grand-chose. Il faut regarder cet objet-là dans les choix immenses, extrêmement courageux, qui restent polémiques aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on ne sait toujours pas par où le prendre, ce truc-là. Et moi, ça me touche beaucoup quand vous dites « mais je ne savais même pas que c'était en couleur ». Évidemment, ayant eu la possibilité de le voir tant de fois et de le présenter et de l'accompagner, et parce que je pense que c'est un événement qui reste un événement, et que c'est ça qu'il a construit, et qu'après il a construit les conditions qui sont des conditions combatives, des conditions d'intervention proactive en tout cas dans l'espace public, pour que ça fasse bouger des choses dans un sens très ouvert, et j'utilise à dessein une formulation très, très vague, faire bouger des choses, mais parce qu'il me semble qu'il avait cette certitude, ça pouvait le faire, il l'a prouvé, et deux, qu'il fallait le faire. Et que l'importance de ce qui s'est passé autour de Shoah, Dominique Lanzmann a rappelé, et puis évidemment Jean-François Forge en est l'incarnation même, le travail fait autour de la pédagogie dans les arènes, dans les enceintes scolaires, de l'éducation nationale
notamment française, mais ça n'est qu'une toute petite partie des modalités inépuisables qui ont été construites principalement par Claude Lanzmann, un certain nombre de personnes autour, dans le sillage de cette commotion qu'est le film Shoah et que reste le film Shoah, pour que ça circule, que ça fasse débat, que ça serve à discuter d'autres films, d'être pas d'accord sur certains, de prendre parti, de se tromper. Moi, je pense pas que Claude Lanzmann a toujours eu raison, très loin s'en faut, mais je pense que la dynamique qu'il a activé et conservé en permanence autour de ça et reste majeur, et que j'ai eu la chance, j'ai eu le privilège de l'accompagner pour montrer Shoah en Chine. On a voyagé en Chine et montré donc aux Chinois, c'est pas exactement directement leur histoire, et c'était absolument passionnant comment ça éveillait des réactions et des discussions, et c'est cette puissance qui est la puissance du film, et puis qui était la puissance de Claude lui-même, de son pouvoir d'activer des réactions, de savoir à qui parler, comment changer de ton ou d'approche ou de distance, et que c'est ce travail qui, je crois, il faut continuer de faire aujourd'hui. Ça pose donc, par exemple, une des questions qui a été soulevée, celle des rushs. Il me semble que les rushs de Shoah ce sont des archives pour le travail. C'est pas exactement la question de trahir l'œuvre. Si c'est utilisé, convoqué, exploité, le mot est vilain, mais au sens où on exploite des minerais, ce sont des ressources, il faut les faire fructifier. Il y a là forcément des trésors qu'on ne connaît pas encore, c'est important. Walter Benjamin nous a rappelé que le cinéma, ça se duplique à l'infini, et donc on peut les partager sans priver de ses droits. Les détenteurs légitimes des droits, il faut savoir d'où ça vient, comment ça... Mais après, on peut y donner accès à des chercheurs, à des gens qui peuvent avoir des projets. Il faut l'inventer, et c'est continuer l'épopée. C'est faire prospérer et développer l'épopée. Le projet d'inscription au patrimoine de l'UNESCO participe exactement de la même logique et est nécessaire pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il y a c'est une pile atomique, c'est une ressource d'énergie qui doit continuer à diffuser. C'est une pile atomique bénéfique, je crois. Pardon pour cette comparaison, pas forcément heureuse, mais c'est qui peut être dangereuse aussi, au sens où elle est perturbante, où elle est troublante. Vous avez parlé de votre émotion aussi, et ça nous affecte et continuera à nous affecter. Et ces affects-là, ils restent très, très présents, avec une invention formelle sans laquelle on ne comprend pas, parce que des entretiens, Claude était un immense intervieweur, mais ça ne suffit pas du tout. C'est une invention de composition, au sens musical, si on veut, de l'ensemble de ce qui fait ce film, qui lui donne ce potentiel-là, qui, encore une fois, pour moi, excède les débats sur documentaire, fiction, film joué. Le film est joué, il est très joué par certains de ceux qui interviennent à la demande de Lanzmann, qui les met en situation de les jouer. Il ne les pas joué, notamment par ceux qui ne savent pas qu'ils sont filmés. C'est différent. Il y a cette formule puisque Christophe Hess l'a évoqué, du film-essai. Film-essai, c'est une formule qui a une longue histoire maintenant. Elle a été inventée en 1956 pour quelqu'un qui a un parcours en grande partie qui a des échos avec celle de Claude Lanzmann, qui s'appelle Chris Marker, qui était en voyage en Corée du Nord avec Claude Lanzmann à un moment, donc bien des moments, les pistes se croisent, et qui
qui a aussi fait un film sur Israël avant. Pourquoi Israël? La destruction d'un combat, qui en est un peu une prémonition, dans une certaine mesure. Donc, ce sont des histoires dans le champ cinématographique qui éveillent des échos et qui font vivre des choses qui aident, je l'espère aussi, à ce que autour du film, qu'il faut surtout pas trop monumentaliser pour que ça continue de donner envie à des étudiants de travailler dessus et de dire tout n'a pas été dit sur Shoah, très loin s'en faut. Il y a plein d'histoires à raconter, de discussions à avoir et que c'est cette énergie-là qu'il faut continuer d'accompagner avec la notion épique, je pense, est juste et aide à mesurer à quoi on est confronté. Oui. Merci beaucoup. Christina von Braun, je vous donne la parole. Vous êtes Kulturtheoretikerin, Autorin, Filmemacherin, Professorin für Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin und Sie haben 2009 auch das Kollegium Jüdische Studien an der Humboldt-Universität gegründet und das heute Selma Stern Zentrum heißt. Teilen Sie diese Auffassung zu dem Film? Oder vorhin kam mal in der Diskussion davor die Frage, wie sollen wir diesen Film, dieses Genre vielleicht ist gar kein Genre, benennen. Und da kam so als Definitionsversuch der Begriff auf Film Artistique Documentaire. Wie sehen Sie Shoah? Ich finde das eine denkbare Definition wie viele andere, die heute schon gemacht wurden. Ich wollte eigentlich über was anderes sprechen. Ich wollte erzählen, welche Rolle dieser Film für die jüdischen Studien in Deutschland gespielt hat. Und zwar war in den 60er, 70er Jahren gab es die jüdischen Studien eigentlich gar nicht. Es gab etwas Antisemitismusforschung, aber nicht viel jüdische Studien. Es gab das Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Und das Gebiet war aber etwas Wissenschaftliches. Es wurde nicht von der populären Kunst und auch in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen. Und dann kommt der Film Holocaust, diese Filmreihe Holocaust. Und ganz plötzlich wird dieses Gebiet durch einen Spielfilm, der zudem auch nicht sehr subtil war, besetzt. Und 1985 kommt dann der Gegenschlag mit Shoah, mit Lanzmanns Shoah. Und das war also für die Wissenschaft einfach nochmal eine Verstärkung von dem, was da an Kritik gewesen war, aber auch an nochmal Kraft daraus zu ziehen. Und nun, nach 85 kam dann auch noch die Wiedervereinigung und ganz plötzlich mussten die beiden Deutschlands sich damit abfinden, dass man nicht die Nazis immer nur auf der anderen Seite sehen konnte, sondern dass es auf beiden Seiten Nazis gab. Also dieses Abschieben der Erbschaft des Nationalsozialismus auf die andere Seite funktionierte nicht mehr. Deshalb musste sich Deutschland tatsächlich mit der NS-Erbschaft auseinandersetzen. Und da spielte eben auch Lanzmanns Film eine ganz, ganz bedeutende Rolle. Und dann möchte ich noch einen anderen Punkt machen. Für mich ist Lanzmann die Versöhnung von Psychoanalyse und Film. Und ich werde versuchen, das zu erklären. Film und Psychoanalyse entstehen in demselben Jahr 1895. Da erscheinen die Studien zur Hysterie einerseits und da machen die Brüder Lumière und die Skladanowskis in Berlin, bitte nicht vergessen, die Skladanowskis in Berlin, die ersten Filmstreifen. Und von dem Moment an war das eigentlich ein Konkurrenzprinzip. Wie kann ich das Unbewusste besetzen oder wie kann ich dem Unbewussten wieder eine Sprache verleihen? Das war so das Konkurrenzverhältnis zwischen Psychoanalyse und Film. In den ersten Jahren, in den 10er, 20er Jahren, kann man an Filmen wie Caligari sehen, haben sich Psychoanalyse und Film noch sehr gut verstanden und sich gegenseitig die Bälle zugespielt. Und dann kamen die Nazis. Und die Nazis waren Meister
der Verführung durch den Film. Sie haben tatsächlich diese Dimension, die der Film hat, das Unbewusste zu besetzen, vorangetrieben, gleichzeitig ein Gutteil der Psychoanalytiker aus Deutschland vertrieben und die Psychoanalyse selbst nationalsozialistisch neu umformuliert. Das heißt, ab diesem Moment war tatsächlich aus dieser anfänglichen Konkurrenz richtig ein Krieg geworden, den zunächst die Nazis gewannen. Und dann sieht man, dass also die Versuche und diese Filmserie, die ich schon erwähnte, 1978, Holocaust-Serie, diese amerikanische Serie, war noch nicht die Lösung des Problems. Wohl aber dann 1985 Landsmanns Film. Und wenn man sich jetzt Landsmanns Film genauer anguckt unter dieser Perspektive, es gibt so viel Ähnlichkeit. Die Sprache steht im Zentrum. Freud sagt, das Unbewusste ist nicht durch Bilder erreichbar, ausschließlich durch Sprache. Die Sprache, das Unbewusste, kann sich nur über die Sprache formulieren. Das ist eine Gemeinsamkeit. Aber auch die Art, wie Landsmann diese Interviews führt, der zwingt geradezu dieses Erlebte und die Ereignisse nochmal zu reflektieren und mitteilbar zu machen in Worten. Das ist wirklich großartig. Dann muss man auch die ganze Filmtechnik nochmal mitdenken. Die Filmtechnik erfordert eigentlich eine doppelte Identifikation. Einmal mit der Filmkamera, dem betrachtenden Auge, und einmal mit den Akteuren auf der Leinwand. Und diese doppelte Identifikation kann den Effekt haben einer hohen Selbstreflexion oder aber die Erzählung des Films wischt das alles hinweg und spült den Teil der Selbstreflexion hinweg. Und genau das haben eben viele Filme getan, vor allen Dingen unter den Nationalsozialisten. Und was Landsmann dann reetabliert, ist die Möglichkeit, mit dem Film auch psychoanalytisch zu denken. Mit dem Film auch Freud nennt sich einen Archäologen, wie wir vorhin gehört haben, und Landsmann nennt sich einen Archäologen. Also die Parallelen zwischen Freud und Landsmann, wenn man Freud als Repräsentanten der Psychoanalyse nimmt, sind schon sehr interessant, aber vor allen Dingen die Sprache. Und Landsmann hat tatsächlich sowohl den Zuschauer als auch die Personen vor der Kamera und sich selbst zu einem Prozess der Reflexion gezwungen mit diesem Film. Und da sehe ich eine der wichtigsten Parallelen von dem, was der Film auch kann. Vielen Dank. Je pense que je vais tout de suite me tourner vers la droite et Monsieur Didier Sicard, je vais juste vous présenter. Monsieur Sicard est professeur émérite de médecine à l'Université Paris-Descartes. Vous avez longtemps exercé à l'hôpital Cochin à Paris. Vous avez été président pendant de nombreuses années du Comité consultatif national d'éthique. Et à ce titre, vous avez été invité ici à la maison Heinrich Heine avec votre homologue à l'époque qui était Monsieur Simitis. Et vous êtes président de la mission présidentielle, vous avez été, je pense, c'est terminé, de réflexion sur la fin de vie créée par François Hollande en 2012 et qui a donné le nom au rapport Sicard. Monsieur Sicard, vous êtes un ami proche, vous avez été un ami proche de Landsmann. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Il est tard, donc quelques mots pour ne pas encombrer. Je pense que le film Shoah, c'est un créateur d'histoire. Le mot Shoah, d'ailleurs, est devenu une création, même si le mot était connu, mais c'est devenu un mot universel à partir de ce film. Et je crois que cette capacité universelle intéressait Claude dans la mesure où, effectivement, aller en Chine, comme disait Michel Frodon, mais le Japon lui faisait un plaisir fou. Et la réception en Allemagne, quand il a eu l'Ours d'or de Berlin, c'est une des plus grandes joies de sa vie quand il était avec son fils Félix
recevoir cette distinction. Donc son obsession, c'était l'universalisation de la Shoah et pas simplement un dialogue franco-allemand. Et je trouve que cette façon de faire du cinéma une épopée, comme disait très, très justement Marc Sagnol, je crois que l'histoire a besoin non pas d'un imaginaire, mais d'une force qui dépasse la simple histoire au sens Hérodote du terme. Quand j'étais jeune, j'avais l'impression que la Shoah, qui ne s'appelait pas encore comme cela, c'était les films anglais, des bulldozers qui poussent des cadavres à l'infini dans les camps d'extermination, et que c'était un événement tragique, mais un événement visuel. Et j'ai enfin compris, mes yeux sont dessillés quand j'ai vu en 85 Shoah, qui m'a totalement bouleversé et qui a changé ma vie de médecin, changé ma vie de cinéphile, et parce que j'ai découvert que la parole, ben ça c'est un lieu commun qu'on a répété, était plus forte que les images, mais surtout que ce n'est pas n'importe quelle parole, et qu'une parole qui est extraite, alors on parle d'archéologie, moi je dirais aussi de mineur, c'est-à-dire une parole qui est généralement éteinte, muette, une parole qui se refuse. On le voit, tous les survivants de la Shoah n'ont pas voulu parler, et pas plus que les bourreaux, parce qu'ils voyaient que ça pouvait être un peu préjudiciable à leur existence. Donc c'est une sorte de refus de parler, et Claude avec cette douceur torturante, parce que c'est en même temps, c'est pas violent, mais il pousse comme un chasseur le témoin dans ses retranchements. Et je trouve que c'est très rare que dans l'histoire, on arrive à faire émerger une parole jusque-là totalement éteinte et silencieuse. C'est pourquoi je pense que Shoah a considérablement changé la façon de faire l'histoire. On l'a vu avec 2 ou 3 exemples, avec le Rwanda. Je pense que s'il n'y avait pas eu Shoah, on aurait eu des témoignages de journalistes, sont certes intéressants, mais il n'y aurait pas eu cette façon d'aller chercher chez les bourreaux du Rwanda, chez les derniers témoins, qui éventuellement n'avaient pas envie de s'exprimer, une sorte de vérité. Et que les livres de Hatzfeld aussi ont été très influencés par ce film. Et je pense que Shoah a eu une influence non seulement sur le cinéma, comme disait très très bien Michel Frodon, mais aussi sur la façon de faire l'histoire. Et je suis frappé depuis le drame de l'Ukraine il y a 3 mois maintenant, ou presque 3 mois, de voir que, au fond, ce sont tous les élèves de Lanzmann qui essayent de capter des témoins bouleversés qui ne veulent pas parler, des femmes violées, des gens martyrisés, et qui sont confrontés à des, pas des historiens, mais à des personnes qui tentent d'accrocher ces paroles si précieuses qui vont se taire après la guerre quand elle sera terminée, pour essayer de constituer, à partir de l'œuvre de Shoah, une sorte de modèle, la façon de restituer la vérité incarnée. Car ce qui se transmet, ce n'est pas une histoire, des événements, des rois, des révolutions. Ce qui se transmet, c'est le sentiment du partage du réel par une incarnation. Et moi, je terminerai sur un exemple d'un film dont on n'a pas parlé, qui pour moi est très important, de Claude Lanzmann, c'est Un vivant qui passe. Quand j'ai vu il y a 8 jours Michelle Bachelet, présidente de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui se rend au Xinjiang à l'invitation des Chinois pour parler, voir si les Ouïghours sont traités de façon humaine ou inhumaine, elle a tenu des propos insupportables. Elle a dit qu'elle n'avait rien observé, évidemment, comme Un vivant qui passe, le témoin poussé dans ses retranchements par Claude Lanzmann me paraît être exemplaire de la façon dont l'histoire est perpétuellement contournée par la lâcheté, par des à peu près. Et donc cette façon, c'est pour ça que le film a une portée qui dépasse l'art, qui dépasse le cinéma, qui dépasse l'histoire. C'est au fond
affronter l'humanité dans ce qu'elle a de plus noir, de plus silencieux, de plus muet. Et c'est pour ça que je pense que ça continue et sera, au fond, c'est un film qui va grandir avec le temps. Et je pense que, comme Marc Sagnol le disait, moi ça m'a beaucoup frappé aujourd'hui, comme l'Odyssée, comme la Divine Comédie, que je suis en train de relire avec bonheur. Ce sont des événements, des livres et des œuvres qui sont d'une fertilité, pas forcément une pile atomique, mais une sorte de source permanente et qui ont changé le monde. Merci. Je pense que c'était des mots de fin d'un débat, parce que vraiment merci, parce que je pense qu'on ne peut pas être plus précis, plus riche aussi dans l'interprétation, y compris politique, que vous avez donnée là, avec les comparaisons, surtout avec l'Ukraine. Je pense ça c'était très très parlant et ça nous a parlé. En tout cas, je pense, s'il n'y a pas de questions, mais je voudrais dire les questions, on peut les réserver aussi au cocktail qui sera donné tout à l'heure dans le hall grâce à l'invitation de monsieur l'ambassadeur Royce et de sa collègue, madame Roger Lacan. Je ne sais pas s'il y a encore un mot de la part non, monsieur Léonard, non. Je pense dans ce cas-là, je voudrais vraiment laisser le mot de la fin à monsieur l'ambassadeur Royce, qui va suivre et accompagner maintenant depuis la délégation le débat, peut-être le chemin que prendra, comme on veut, ce dossier franco-allemand. Ah oui, il faut juste faire une petite... Oui. Bon, je commence à partir de ça, je crois. Vous m'entendez à peu près. Je vais commencer... Attendez, une seconde, monsieur. Vielleicht erstmal. Il nous manque un microphone tout à l'heure, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut commencer? Je prends ça et... Voilà, je me lève. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, ouais. C'est ça, merci beaucoup. Je veux commencer en remerciant très cher Christian Dawson de nous avoir conviés aujourd'hui, oui, c'est moi, de nous avoir réunis cet après-midi ici pour un colloque tout à fait intéressant. J'ai appris plein de choses. Je suis très content d'être venu. On a abordé la question, est-ce que Claude Lanzmann est un historien ou est-ce qu'il est un poète? Vous avez mentionné Hérodote, et Hérodote était peut-être le premier qui a abordé cette question comme historien, comme scientifique, qui a dit il faut travailler comme historien en comparant les différents narratifs qui existent et pour trouver la vérité. Un autre, Karl Jakob Burckhardt, le grand biographe de Richelieu en langue allemande, il a dit quelquefois les poètes approchent la vérité plus concrètement que les hystériens, parce que il faut de l'imagination aussi pour imaginer ce qui s'est passé, pour aussi mettre ensemble les différents parties qu'on ne connaît pas, pour réunir des pierres pour que ça devienne un mur. Voilà pourquoi je dirais que Claude Lanzmann, tout d'abord, c'est un poète. Un poète qui a travaillé avec la conviction d'un historien et qui nous a montré la vérité à ce moment-là, parce que bien qu'on dise que la vérité, comme on lit dans l'évangile selon Saint Jean, que la vérité va vous libérer, mais la vérité change selon les regards, selon les siècles, selon les générations. Voilà pourquoi aussi le film
de Claude Lanzmann, Shoah, doit être regardé et rediscuté, ce qu'on vient de faire aujourd'hui à chaque génération. Comme les grands romans dont vous parlez, il faut les lire à plusieurs fois. Ton l'âge, Tolstoï, Anna Karenina ou Guerre et Paix, il faut les lire plusieurs fois si on a le temps dans sa vie. Hein. On va découvrir plein de choses différentes, pas parce que le roman se change. Nous sommes en train de nous changer dans notre vie et les générations ont un regard différent sur le monde. Donc, à l'UNESCO, on est très très content d'avoir pu rouvrir le Mémoire du Monde, le programme Mémoire du Monde, qui était bloqué pour très longtemps, pour une raison très bête, une discussion entre le Japon et la Corée, qui a bloqué tout ce système et qui se voyait au début très anodin pour mettre ensemble des archives, pour garder les archives, pour honorer aussi les documents qui sont vraiment importants pour l'humanité. Donc, heureusement, l'année passée, on a débloqué ce programme et je suis très content comme première inscription, en plus franco-allemande, on peut mettre ce document historique qui est le film Shoah de Claude Lanzmann. Et je ne veux pas m'arrêter avant de remercier très chaleureusement Dominique Lanzmann, qui avec une ferveur, avec une créativité a trouvé tous les moyens à côté d'avoir mis un ordre exemplaire dans son archive que j'ai pu visiter. Elle, avec une créativité, elle a trouvé des moyens de faire cette coopération franco-allemande. Qui me connaissez, comment c'est cher à moi, la coopération franco-allemande, c'est tout ce qu'on fait ici à l'UNESCO, c'est de coopérer en franco-allemand. Et là, on a trouvé, grâce au musée de Berlin, du judaïsme, grâce à tous ceux qui sont réunis aujourd'hui, de trouver une solution pour faire une première inscription franco-allemande à ce programme Mémoire du Monde à l'UNESCO. Voilà, bravo, merci beaucoup. On est toujours très heureux d'être dans cette maison Heinrich Heine qui nous est très chère et dans la pierre. La première pierre a été posée par Wilhelm Hausenstein, le premier ambassadeur d'après-guerre, à lequel on a consacré il y a fort longtemps aussi un colloque ici même, où j'ai eu l'honneur d'intervenir. Donc, on vous invite, ma collègue française Roger Lacan, dès qu'on parle de Freud, il faut toujours parler de Lacan aussi. Madame Roger Lacan est en train de venir, elle m'a fait un texte tout à l'heure, elle est en train de venir, et elle ne peut pas prendre la parole aujourd'hui parce que les diplomates français font la grève aujourd'hui. C'est pour la deuxième fois depuis le temps de Richelieu que les diplomates français font la grève. Je crois qu'ils ont raison de faire la grève aujourd'hui parce que c'est sérieux ce qui se passe, parce que nous, on pense que la diplomatie, c'est un métier qui s'apprend et ce n'est pas quelque chose où on nomme n'importe qui plaît aux politiques ou qui plaît aux ceux qui nous gouvernent. Voilà, le champagne français vient de la délégation française. Les petits fours également français viennent de chez nous, mais on ne voulait pas vous présenter des Laugenbrezel ou des je sais pas, des spécialités culinaires d'Allemagne. Voilà. Vous êtes tous ensemble très chaleureusement invités de participer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.